Mon nom est Kayla, et s'il y a une chose que j'ai apprise de cette expérience ridicule, exaspérante et complètement hors de propos, c'est que la famille vous utilisera jusqu'à ce que vous n'ayez plus rien à donner, et ensuite, elle essaiera d'en prendre encore plus. Tout ce bazar s'est produit un samedi qui était censé être relaxant, le jour de l'anniversaire de ma tante Valérie. Je n'étais même pas particulièrement enthousiaste à ce sujet, mais j'avais promis de venir faire acte de présence et d'essayer de ne pas me faire aspirer dans les drames familiaux. Bien sûr, l'univers s'est moqué de ce plan et a dit « Pas aujourd'hui, Kayla ». Quelques heures avant le début de la fête, j'étais encore affalé dans mon pantalon de survêtement, prévoyant de me préparer bientôt, quand j'ai entendu frapper à ma porte. J'ai ouvert, et ma tante Valérie se tenait là avec 4 enfants. 2 d'entre eux étaient les siens, et les 2 autres venaient de nos cousins éloignés, des enfants que j'avais peut-être rencontrés 1 ou 2 fois dans ma vie. J'ai cligné des yeux, supposant qu'ils passaient juste en allant à la fête. Mais non. Sans la moindre trace de honte ou d'hésitation, elle a poussé les enfants à l'intérieur, s'est tournée vers moi avec un sourire qui me tordait l'estomac, et a dit que je les garderais pour la journée. Je les regardais, sans voix, pendant qu'elle expliquait que je ne viendrais pas à la fête parce que quelqu'un devait surveiller les enfants. Et j'étais, selon ses termes, le choix parfait. Je lui ai demandé de quoi elle parlait, car je n'avais jamais accepté cela. Et j'avais clairement indiqué la dernière fois que ce sujet avait été abordé que je n'étais plus disponible pour être sa nounou non rémunérée. Mais elle a ignoré mes protestations et a dit que les parents des 2 autres enfants avaient été informés que les enfants seraient en sécurité chez leur grand-mère et qu'ils viendraient tous les chercher chez moi après la fête. Puis elle s'est littéralement retournée et est partie avant que je puisse dire quoi que ce soit d'autre. Je suis resté là, choqué, à regarder 4 enfants confus et à me demander comment elle avait l'audace de faire une chose pareille. Mais je n'allais pas laisser passer ça. Pas encore. Voyez-vous, ce n'était pas la première fois que ma tante essayait de m'utiliser comme babysitter gratuite. Mais c'était absolument la tentative la plus scandaleuse, larguer des enfants chez moi sans mon consentement, mentir à leurs parents, me dire que je ne pouvais pas assister à une fête parce que j'étais apparemment proposé comme service de garde d'enfants. C'était la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Je savais que je devais marquer le coup, et il fallait que ce soit quelque chose qu'elle n'oublierait jamais. Alors, j'ai appelé la police. J'ai calmement expliqué que 4 enfants avaient été déposés à mon appartement sans mon consentement ni ma connaissance préalable, et que j'étais inquiète pour leur bien-être, car les adultes responsables les avaient laissés avec quelqu'un qui n'avait jamais accepté de les surveiller. J'ai également dit à la répartitrice que je pensais que les parents des 2 autres enfants ignoraient que leurs enfants n'étaient pas là où ils pensaient qu'ils étaient. Je leur ai donné les noms que je connaissais, leur ai montré quelques-uns des textos que ma tante m'avait envoyés précédemment, qui laissaient entendre qu'elle pourrait peut-être avoir besoin d'aide avec les enfants, ce que je n'avais jamais confirmé, et je les ai laissés s'en occuper. Les policiers sont arrivés rapidement, ont parlé aux enfants et ont convenu que la situation était extrêmement irresponsable. Ils m'ont dit que les enfants seraient emmenés au commissariat local pour que les services de protection de l'enfance règlent la situation, et que les parents seraient contactés et informés de l'endroit où ils pourraient récupérer leurs enfants. J'ai senti un nœud se former dans mon estomac quand les enfants sont partis, mais je savais que c'était la bonne chose à faire. Ils étaient innocents dans tout ça. Mon problème était avec les adultes qui pensaient pouvoir jouer avec la responsabilité. Une fois que les enfants étaient partis, j'ai mis ma robe, je me suis maquillé et je me suis dirigé vers la fête. Je n'étais même pas nerveuse. J'étais furieuse, mais calme, comme le genre de calme qui s'installe juste avant qu'une tempête ne rase une ville entière. Je voulais qu'elle me voie entrer dans cette maison sans un seul enfant à la remorque et sentir son sang se glacer. Quand je suis arrivé, la fête battait déjà son plein. Il y avait des décorations partout, de la musique et des gens qui discutaient avec des boissons et des collations. Je suis entré comme si j'étais à ma place, parce que c'était le cas. Au moment où ma tante m'a vu, son sourire s'est figé sur son visage, et ses yeux se sont mis à scruter les environs comme si elle essayait de comprendre de quelle mauvaise blague il s'agissait. Elle s'est précipitée vers moi, me demandant ce que je faisais là et où étaient les enfants. Je l'ai regardé droit dans les yeux et j'ai dit que les enfants se trouvaient actuellement au poste de police, où ils étaient pris en charge par des professionnels, et qu'elle et les autres parents pouvaient aller les récupérer là-bas. La pièce est devenue silencieuse. Les têtes se sont tournées, les boissons se sont arrêtées à mi-chemin. On pouvait presque entendre le sang se retirer de son visage. Puis, les questions ont fusé de toutes parts. L'un des parents éloignés a exigé de savoir de quoi je parlais. Il a dit que Valérie lui avait dit que ses enfants passeraient la journée chez leur grand-mère. J'ai calmement répondu qu'apparemment c'était un mensonge, car ils avaient été laissés avec moi,
quelqu'un qui n'avait jamais accepté cet arrangement, et j'avais fait ce qu'il fallait et contacté les autorités. Valérie a balbutié quelque chose à propos du fait que j'exagérais, que j'aurais dû simplement les surveiller pendant quelques heures, mais sa voix était noyée par le tumulte général alors que les gens commençaient à comprendre ce qu'elle avait fait. Son petit stratagème s'était démasqué en temps réel. Une des autres invitées, une mère de 2 enfants, avait l'air absolument horrifiée et a demandé ce qui se serait passé si quelque chose avait mal tourné. Elle a même dit qu'elle n'aurait jamais laissé ses enfants avec quelqu'un dont elle ne savait pas qu'il avait accepté de les surveiller. Quelques parents ont commencé à réprimander Valérie sur le champ, soulignant à quel point elle avait été imprudente et manipulatrice. À ce moment-là, la fête était effectivement terminée. Un tas de gens ont commencé à partir immédiatement, se dirigeant vers le poste de police pour récupérer leurs enfants. L'atmosphère s'est complètement gâtée, et Valérie s'est retrouvée au milieu de sa propre fête d'anniversaire gâchée, le visage rouge et confuse, incapable de dire un mot alors que les conséquences de sa manipulation s'effondraient autour d'elle. Je ne suis pas resté. J'avais marqué le coup. Je suis sorti de cette maison la tête haute, ressentant le genre de vengeance qui ne vient que lorsqu'on voit quelqu'un essayer de vous faire passer sous le bus, pour que le bus fasse marche arrière et l'écrase à la place. Et le meilleur dans tout ça, c'est que je n'ai pas crié. Je n'ai pas hurlé. Je n'ai même pas élevé la voix. J'ai laissé la vérité parler d'elle-même, et elle a parlé plus fort que tout ce que j'aurais pu dire. Depuis ce jour, ma tante a essayé de me contacter plusieurs fois, en envoyant de vagues excuses et des explications ridicules, mais j'ai ignoré chacune d'entre elles. En ce qui me concerne, elle a franchi une ligne qui ne peut être franchie. Et les parents qui ont été dupés par elle, certains d'entre eux se sont excusés auprès de moi plus tard, embarrassés et honteux. D'autres sont restés silencieux. Mais j'ai appris exactement à qui je pouvais faire confiance et qui me considérait comme rien de plus que de la main-d'œuvre gratuite. Maintenant, chaque fois que je repense à cette journée, je ne ressens que du soulagement, soulagement de m'être défendu, soulagement de ne pas avoir cédé à la pression ou à la culpabilité, et surtout, soulagement d'avoir enfin tiré un trait et d'avoir clairement indiqué que je ne suis pas votre baby-sitter. Je ne suis pas votre paillasson. Et je ne serai pas manipulé pour que je me taise. Plus jamais. Mise à jour 1, après avoir quitté la fête ce soir-là, j'ai honnêtement pensé que la partie la plus chaotique de la journée était terminée. J'étais entré directement dans l'anniversaire de ma tante Valérie, j'avais lâché l'équivalent verbal d'une bombe nucléaire et j'étais sorti avec un niveau de sang-froid que je ne me connaissais même pas. Je me suis dit que les conséquences seraient un peu compliquées. Bien sûr, quelques excuses maladroites, peut-être quelques commentaires acerbes dans mon dos, mais je n'avais aucune idée de la tempête qui allait arriver. Parce que ce qui s'est passé ensuite a fait passer la situation de drame familial à des conséquences pénales à part entière. Et cela a exposé jusqu'où ma tante était prête à aller pour éviter d'assumer la responsabilité de ses actes. Tout a commencé le lendemain matin. J'étais assise à la maison, encore en pyjama, en train de siroter mon café et de faire défiler mon téléphone quand j'ai reçu un appel d'un numéro inconnu. Je ne l'ai pas reconnu, alors j'ai laissé la messagerie vocale le prendre. Quelques minutes plus tard, un autre appel est arrivé, cette fois de l'un des parents dont les enfants avaient été déposés chez moi. J'ai hésité, mais j'ai répondu. La voix à l'autre bout du fil semblait fatiguée et secouée. Il voulait me remercier. Apparemment, les choses s'étaient encore plus dégradées après mon départ de la fête. Lorsque les parents sont allés au poste de police pour récupérer leurs enfants, les policiers ont fait plus que simplement rendre les enfants. Ils ont commencé à poser des questions difficiles, qui nécessitaient des réponses. La police voulait savoir pourquoi ses parents pensaient qu'il était approprié de laisser leurs enfants avec quelqu'un qui n'avait jamais accepté de s'occuper d'eux. Ils ont demandé s'il y avait eu une forme de communication ou de confirmation, si j'avais signé quelque chose, accepté quelque chose ou même reconnu que je serais responsable de 4 mineurs. Les parents, à juste titre alarmés, ont dit qu'ils n'avaient aucune idée que je n'avais pas accepté. Valérie leur avait dit que les enfants passeraient la journée chez leur grand-mère où ils seraient parfaitement en sécurité. Aucun d'entre eux n'avait même été informé de mon nom. C'est dire à quel point cette situation était désinvolte et imprudente. Mais lorsque la police a fait pression sur Valérie, qui était arrivée en retard au poste, confuse et ne s'attendant clairement pas à être interrogée en profondeur, elle a paniqué. Au lieu d'assumer ce qu'elle avait fait, elle a essayé de renverser le scénario et de dire que c'était de ma faute. Elle a affirmé que j'avais proposé de l'aider, que j'avais accepté avec enthousiasme de garder les enfants, qu'elle ne faisait que les déposer comme nous en avions discuté. Elle a même essayé de montrer aux policiers quelques vieux textos qui étaient complètement hors contexte, comme si cela pouvait excuser ce qu'elle avait fait.
Mais ce qu'elle n'a pas réalisé, c'est que la vérité se dévoilait déjà derrière elle. Les parents, en particulier la mère des 2 enfants qui n'étaient pas ceux de Valérie, étaient furieux lorsqu'ils ont entendu ce qu'elle avait dit à la police. Ils ne se sont pas contentés de la contredire, ils l'ont dénoncée. L'un d'eux a même dit aux policiers, là, dans le commissariat, qu'ils avaient déposé leurs enfants chez Valérie à la condition expresse qu'elle les emmène chez leur grand-mère. Ils n'avaient jamais accepté que ce soit moi. Ils ne me connaissaient même pas. Pour eux, j'étais une étrangère, et Valérie avait carrément menti sur l'endroit où se trouveraient leurs enfants. C'est alors que tout a basculé. La police a commencé à se rendre compte qu'il ne s'agissait pas seulement d'un malentendu ou d'une petite querelle familiale. Il s'agissait de mise en danger d'enfants. Valérie avait pris la garde d'enfants sous de faux prétextes, menti à leurs parents, puis les avait largués chez quelqu'un qui n'avait jamais accepté d'en être responsable. Au moment où les mots mise en danger d'enfants et entrave à la garde ont été prononcés à haute voix dans ce poste, le ton a complètement changé. Les policiers l'ont arrêté sur le champ, pas encore arrêté, mais retenu pour un interrogatoire plus approfondi pendant qu'il documentait tout. Je n'ai découvert tout cela que plus tard dans la journée, mais quand je l'ai fait, j'étais stupéfaite. Je savais que ce qu'elle avait fait était mal, mais je n'avais pas réalisé à quel point elle s'était enfoncée dans son trou. Valérie avait essayé de manipuler la situation comme elle le fait toujours, mentir, tordre la vérité, blâmer quelqu'un d'autre et cela lui a finalement explosé au visage. Les parents sur lesquels elle pensait pouvoir compter pour la soutenir l'ont au contraire jetée sous le bus sans hésitation. Et je ne leur en veux pas du tout. Leurs enfants auraient pu courir un grave danger. Je ne suis pas une éducatrice qualifiée. Je n'avais pas de fourniture. Et si je n'avais pas été à la maison? Et si j'avais laissé les enfants sans surveillance, pensant qu'il s'agissait d'une blague ou d'un malentendu? Il y avait tellement de façons dont cela aurait pu mal tourner. Et la seule raison pour laquelle cela ne s'est pas produit, c'est que j'ai agi vite et contacté les autorités. Plus tard cette semaine-là, j'ai été contacté par la police pour fournir une déclaration officielle. J'ai tout expliqué, comment elle est arrivée sans prévenir, comment elle a forcé les enfants à entrer chez moi, comment elle m'a dit que je n'avais pas le droit d'assister à la fête, comment elle est partie avant que je puisse même comprendre ce qui se passait. Je leur ai montré les textos qu'elle avait envoyés quelques jours plus tôt, des textos vagues essayant de me culpabiliser pour que je l'aide avec les enfants, auxquels je n'avais jamais répondu. J'ai même montré l'historique des appels horodatés qui prouvaient que je les avais contactés dès qu'elle était partie. Les policiers m'ont remercié d'avoir coopéré et m'ont dit que, sur la base des preuves et des déclarations des parents, des accusations seraient probablement portées contre elle. La nouvelle s'est répandue rapidement après cela. Les lignes de commérages familiaux se sont illuminées comme un arbre de Noël avec chaque cousin et tante essayant de reconstituer ce qui s'était réellement passé. Certains d'entre eux m'ont appelé, s'excusant de ne pas m'avoir cru plus tôt ou de penser que j'avais réagi de manière excessive. D'autres, sans surprise, sont restés fidèles à Valérie et ont insisté sur le fait que j'étais allé trop loin. Mais je m'en fichais, car, au final, les faits parlaient d'eux-mêmes. Elle a menti. Elle a mis des enfants en danger. Et elle a essayé de faire de moi un bouc émissaire pour se sauver. Quant à Valérie, elle a été retenue pendant plusieurs heures et finalement libérée dans l'attente d'une enquête plus approfondie. Mais j'ai entendu dire par quelqu'un qu'elle est maintenant sous le microscope des services de protection de l'enfance. Ces enfants ont été autorisés à rentrer chez eux, mais avec des conditions et des suivis obligatoires de la part des travailleurs sociaux. Les parents des 2 autres enfants ont complètement coupé les ponts avec elle. Et l'un d'eux a même déposé une plainte officielle demandant une action en justice. Je ne sais pas combien de temps cela va durer, mais une chose est claire, elle ne s'en sortira pas. Je n'ai toujours pas de ces nouvelles personnellement, et je ne m'y attends pas. Elle sait qu'il vaut mieux ne pas essayer de me refaire le coup directement. Je pense que, pour la première fois de sa vie, elle a enfin réalisé que ces tactiques de manipulation ont des limites, que les gens ne sont plus disposés à se plier à ses caprices ou à excuser son comportement. Et même si je n'ai jamais voulu que les choses aillent aussi loin, je ne regrette pas non plus la façon dont cela s'est déroulé, car quelqu'un devait tracer la ligne. Quelqu'un devait dire assez, et cette personne, c'était moi. Mise à jour 2, les retombées du petit coup de ma tante Valérie n'ont pas été rapides ni propres. Cela a traîné pendant des semaines comme une plaie suppurante qui refusait de guérir. Et honnêtement, je pense que c'est ce qui était le plus satisfaisant. Parce que pour une fois, les gens ne sont pas simplement passés à autre chose. Ils n'ont pas oublié. Ils n'ont pas balayé la situation sous le tapis comme ils l'avaient fait tant de fois auparavant avec ses manipulations, ses crises de colère et ses tentatives de culpabilisation. Cette fois, ce qu'elle a fait était trop grave,
trop imprudent, trop publiquement honteux pour être ignoré, et la voir se défaire lentement, morceau par morceau, est quelque chose que je n'oublierai jamais. L'enquête officielle s'est terminée quelques semaines après l'incident, et le résultat, Valérie a été assignée à résidence pendant 3 mois. Pas seulement une tape sur les doigts, pas seulement des travaux d'intérêt général ou un avertissement sévère. Elle était légalement interdite de quitter son domicile, sauf en cas d'urgence médicale ou de rendez-vous approuvé. Ils l'ont équipée d'un bracelet électronique, et elle devait se présenter à un agent de probation chaque semaine. Les accusations comprenaient la mise en danger d'enfants, le mensonge aux forces de l'ordre et l'entrave à la garde. Les autorités avaient déterminé que, bien qu'elle n'ait techniquement enlevé personne, le mensonge qu'elle avait proféré et le déplacement délibéré de mineurs sous la garde d'un adulte non consentant en moi étaient suffisamment graves pour justifier une responsabilité pénale. Lorsque la nouvelle a éclaté, je l'ai appris par l'intermédiaire d'un parent qui avait hâte de la colporter. Je n'ai même pas eu besoin de le confirmer avec qui que ce soit. La rage absolue dans le prochain texto passif-agressif de Valérie m'a dit tout ce que j'avais besoin de savoir. Elle ne s'est pas excusée. Elle ne m'a pas demandé comment j'allais. Elle n'a même pas reconnu que ses actes avaient conduit à cette issue. Non, au lieu de cela, elle m'a blâmé. Elle a affirmé que j'avais réagi de manière excessive, que je l'avais humiliée, que j'avais dressé sa propre famille contre elle et que je l'avais fait passer pour un monstre aux yeux de la communauté. Mais je m'en fichais. Pas même un petit peu. Parce que pour une fois, je n'étais pas celle qu'on culpabilisait pour qu'elle se taise. Je n'étais pas celle qu'on poussait à jouer les pacificatrices ni à qui on disait de simplement laisser tomber pour le bien de l'harmonie familiale. Je restais ferme dans la vérité. Et la vérité était qu'elle avait provoqué cela elle-même. Personne ne lui a dit de mentir aux parents de ses enfants. Personne ne l'a forcé à larguer 4 enfants à ma porte comme si je tenais une garderie. Personne ne l'a forcé à enchaîner mensonge après mensonge pour sauver la face. Elle a choisi cette voie, et maintenant elle en subissait enfin les conséquences. Bien sûr, Valérie étant Valérie, elle n'a pas géré l'assignation à résidence avec une once de grâce. J'ai commencé à entendre des histoires sur la façon dont elle arpentait devant ses fenêtres tous les jours comme un animal en cage, aboyant sur les livreurs, criant sur son mari et menaçant de poursuivre la moitié de la famille pour diffamation. Son droit n'a pas disparu simplement parce que sa liberté était limitée. Au contraire, il semblait s'intensifier. Elle a même essayé de publier des messages énigmatiques en ligne, laissant entendre qu'elle était victime d'une injustice cruelle, que les gens se retournaient contre elle à cause de mensonges, qu'elle avait été trahie par quelqu'un en qui elle avait autrefois confiance comme une fille. C'était risible, une tentative pathétique de réécrire le récit alors que les faits étaient déjà gravés dans le marbre. Tous ceux qui comptaient savaient ce qui s'était réellement passé, les textos, la chronologie, les rapports de police, les documents officiels de la CPS. Il n'y avait aucun moyen de transformer cela en un festival de lamentation, peu importe le nombre de statuts Facebook larmoyants qu'elle publiait. Le plus ironique, malgré tout, elle semblait toujours croire que quelqu'un viendrait à sa défense. Elle pensait sincèrement que les gens se présenteraient à sa porte avec de la sympathie et des plats cuisinés, la rassurant sur le fait qu'elle n'avait rien fait de mal. Mais les seules personnes qui lui rendaient visite étaient des agents de probation et des travailleurs sociaux qui venaient s'enquérir de ses enfants, qui, soit dit en passant, lui avaient été complètement retirés pendant 2 semaines complètes après l'incident. La garde temporaire avait été confiée à leur père et surveillée par la CPS jusqu'à ce qu'il la juge suffisamment stable légalement, pas mentalement, pour reprendre ses responsabilités. Rien que cela en disait long. Quant à moi, je prospérais. Je me concentrais sur mon travail, passais du temps avec des personnes qui respectaient réellement mes limites et ignoraient les murmures. Je savais que certains membres de ma famille ne comprenaient toujours pas. Certains d'entre eux pensaient que j'étais allé trop loin, que j'aurais dû simplement garder les enfants et éviter tout ce gâchis. Mais je n'avais pas l'intention de me préoccuper de ces opinions. Ils n'étaient pas là quand c'est arrivé. Ils n'ont pas vu la panique sur le visage de ces enfants quand leurs parents n'étaient pas là. Ils n'ont pas eu à expliquer aux policiers pourquoi ils étaient soudainement responsables de mineurs sans consentement. Et ils n'allaient certainement pas dicter comment je devais réagir au fait d'être manipulé et utilisé. En fait, plus j'y pensais, plus je réalisais depuis combien de temps je tolérais ce comportement précis de la part de Valérie, des années de chantage émotionnel déguisé en obligation familiale, des années de services rendus non rémunérés, des années où l'on s'attendait à ce que je prenne les choses en main et que j'aide sans jamais qu'on me le demande, sans jamais qu'on m'offre ne serait-ce qu'un merci. C'était la ligne dont j'avais besoin depuis le début, celle qu'elle a finalement franchie si audacieusement que même la loi n'a pas pu détourner le regard. Ces 3 mois d'assignation à résidence ont ressemblé à une justice poétique,
non pas parce que je voulais qu'elle souffre, mais parce qu'elle devait enfin être tenue responsable. Et si quelques mois confinés dans sa propre maison avec son ego et son bracelet électronique était ce qu'il fallait pour lui faire comprendre cela, alors qu'il en soit ainsi. J'ai très bien dormi la nuit. Et quand sa peine a finalement été purgée et qu'elle a été autorisée à se promener à nouveau librement, on aurait pu penser qu'elle aurait changé, qu'elle aurait appris quelque chose, qu'elle se serait présentée avec humilité, ou au moins avec silence. Mais non, j'ai entendu dire qu'elle avait eu le culot d'organiser un dîner de bienvenue chez elle, avec des ballons et un gâteau, comme si elle revenait de la guerre. Je n'étais pas invité, évidemment. Et si je l'avais été, l'invitation serait allée directement à la poubelle, car je n'avais plus aucun intérêt à faire semblant. Le masque était tombé, et je n'avais aucune envie de rester pour la prochaine représentation. À ce jour, elle raconte encore à tous ceux qui veulent bien l'écouter que j'ai ruiné sa vie, que j'ai détruit son anniversaire, sa réputation, son cercle social. Mais la vérité est qu'elle a fait tout cela toute seule. Tout ce que j'ai fait, c'est mettre de la lumière dessus. Et ce qu'il y a de drôle avec les gens comme elle, ils ne sont jamais en colère parce que vous avez menti. Ils sont en colère parce que vous avez dit la vérité. Et je ne le regretterai jamais. Pas une seconde. Mise à jour 3, la poussière ne s'est pas déposée d'un seul coup. 4 semaines après la fin de l'assignation à résidence de Valérie, toute la famille avait l'impression d'avoir été plongée dans un lent et inconfortable dégel, où chacun marchait encore sur des œufs, essayant de donner un sens à ce qui s'était passé et à sa position. Mais avec le temps, le récit a commencé à changer, pas en sa faveur, pas comme elle s'y attendait. Car pendant qu'elle passait ses 3 mois à bouillir dans sa maison et à mijoter dans ses propres illusions d'autosuffisance, le reste de la famille a eu le temps de traiter la vérité sans qu'elle ne manipule leur point de vue. Cela a commencé par un appel téléphonique de l'une des mères dont les enfants avaient été laissés chez moi ce jour-là. Elle m'a appelé à l'improviste, et j'ai failli ne pas répondre parce que je ne savais pas de quel côté elle allait se ranger, mais son ton était calme, voire apologétique. Elle m'a dit qu'après que tout s'est déroulé, elle avait beaucoup réfléchi. Elle avait examiné les rapports de police, les témoignages et, surtout, ses propres souvenirs de ce que Valérie lui avait dit, et elle avait réalisé à quel point elle avait été mal induite en erreur. Elle a admis qu'elle était horrifiée non seulement par le fait que Valérie avait emmené ses enfants chez une inconnue sans permission, mais aussi par le fait qu'elle avait si désinvolture menti à ce sujet par la suite, essayant de sauver la face au détriment de la sécurité et de la réputation d'autrui. Et ce n'était pas le seul appel. Au cours des semaines suivantes, j'ai entendu parler de presque tous les parents qui avaient été impliqués ou affectés par ce qui s'était passé, cousins, tantes, parents. Certains d'entre eux avaient cru la version de Valérie au début. D'autres n'avaient pas su quoi croire, mais une fois que le tableau complet a été clair, il était indéniable que ce qui s'était passé. Valérie avait pris 4 enfants, dont 2 n'étaient même pas les siens, et avait menti sur leur localisation. Elle les avait largués chez quelqu'un qui n'avait pas accepté de les garder, était parti et avait supposé que personne ne le découvrirait. Et puis, quand les choses ont dégénéré, elle a essayé de me blâmer pour tout. Ce n'était pas quelque chose que les gens pouvaient simplement oublier ou excuser. Ils se sont excusés sincèrement, pas le genre d'excuses performatives et passives-agressives qui viennent avec des conditions ou du ressentiment caché. Ils m'ont dit qu'ils avaient mal jugé la situation, qu'ils n'auraient jamais dû douter de moi et qu'ils ne feraient plus jamais confiance à Valérie pour quoi que ce soit concernant leurs enfants. Ils ont admis qu'ils l'avaient laissé s'en tirer avec beaucoup trop de choses au fil des ans, lui accordant toujours le bénéfice du doute, se pliant toujours à ses récits, pardonnant toujours son comportement simplement parce qu'elle était de la famille. Mais cette illusion s'était finalement brisée. Il ne s'agissait pas d'une petite querelle. Il ne s'agissait pas d'un malentendu. Il s'agissait d'une violation de confiance dangereuse qui aurait pu très mal se terminer si je n'avais pas agi quand je l'ai fait. J'ai accepté leurs excuses, non pas parce que j'avais besoin de leur validation, mais parce que je pouvais voir qu'ils le pensaient vraiment. Et je leur ai dit la vérité, que rien de tout cela n'avait jamais été de ma faute, que la responsabilité incombait entièrement à Valérie, et que j'avais fait ce que je devais faire pour protéger les enfants et moi-même. Je ne me suis pas réjoui. Je ne me suis pas frotté les mains. J'ai simplement clairement fait savoir que je ne serais plus jamais le bouc émissaire de personne. Et lentement, la dynamique a commencé à changer. Les réunions de famille ont cessé de l'inclure par défaut. Les conversations qui tournaient autrefois autour de ces drames sont devenues visiblement plus calmes. Les gens ont commencé à parler d'elle avec un soupçon de dédain, ne défendant plus ses choix et n'excusant plus son comportement. Elle n'était plus le centre d'attention, plus le marionnettiste tirant les ficelles derrière chaque rassemblement ou dispute. Elle avait brûlé trop de ponts,
proféré trop de mensonges et perdu trop de crédibilité. Le respect qu'elle commandait autrefois par la seule force de sa personnalité avait disparu, remplacé par le silence et les regards en coin. La confirmation finale est venue lorsqu'un cousin a organisé un dîner de vacances et m'a explicitement dit que Valérie n'avait pas été invitée, non pas par mesquinerie ou pour prendre parti, mais parce que personne ne se sentait en sécurité ou à l'aise de la voir autour. La confiance avait été brisée, et pour la première fois, la famille a choisi la responsabilité plutôt que la commodité. C'est ainsi que l'histoire s'est terminée, non pas par une explosion dramatique ou une confrontation finale, mais par un isolement silencieux. Valérie s'est effacée à l'arrière-plan, n'étant plus digne de confiance, plus respectée et n'étant plus autorisée à se manipuler pour revenir au centre des choses. Et quant à moi, je suis passé à autre chose avec une conscience tranquille et des limites plus fortes, sachant que le fait de me défendre m'avait non seulement protégé, mais avait finalement ouvert les yeux de tout le monde sur qui elle était vraiment.